Les juristes, ils sont eux aussi humains. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes chez les juristes. C'est quelque chose que tout le monde savait déjà, mais là, c'est encore prouvé. Et lorsqu'on met des juristes dans le comité qui nomine les juges en Israël pour protéger la démocratie, alors on voit qu'en fin de compte, ils n'ont pas un certain avantage sur des autres personnes qui représentent le peuple, qui ont été élus par le peuple. Et au contraire, si on veut une vraie démocratie, alors il faut donner le pouvoir au peuple. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dan Ilouz, député Likoud. Dan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, comment ça va? Eh bien moi ça va et on espère que vous allez bien puisque en fait de facto on peut dire que vous avez terminé votre premier mois en tant que député du Parlement israélien. On espère que ça s'est bien passé. Une semaine si Dieu veut. Encore trois semaines pour l'instant. Voilà, 3 semaines mais c'est la fin du mois de janvier. Peut-être qu'on aura l'occasion de dresser un bilan de votre action sur ce premier mois. Mais en tout cas, je vous ai sollicité ce matin d'abord parce que vous êtes bien entendu député du Likoud, mais aussi parce que vous êtes juriste et puis c'est dans le contexte de cette affaire Chimi qui fait beaucoup parler dans la presse et dans les médias israéliens depuis plus de 48 heures. Avi Chimi, c'est le patron puissant du barreau israélien qui a annoncé sa démission hier après avoir été, on va dire, impliqué dans une affaire de meurtre et plutôt embarrassante pour lui-même. Est-ce que de facto cette affaire donne de l'eau au moulin de ceux qui disent que justement, eh bien, il ne faut plus, comme le dit Yariv Levin, que des membres du barreau israélien soient membres de la fameuse commission de nomination des juges? Écoutez, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai soutenu la réforme judiciaire bien avant l'affaire Chimi et je vais continuer à la soutenir bien après. C'est pas la raison pour laquelle on doit soutenir ou ne pas soutenir cette réforme. La réforme, elle vient pour vraiment renforcer la démocratie israélienne et donner plus de pouvoir au peuple. Ce qu'on voit dans cette affaire, c'est que, en fin de compte, les juristes, ils sont eux aussi humains. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes chez les juristes. C'est quelque chose que tout le monde savait déjà, mais là, c'est encore prouvé. Et lorsqu'on met des juristes dans le comité qui nomine les juges en Israël pour protéger la démocratie, alors on voit qu'en fin de compte, ils n'ont pas un certain avantage sur des autres personnes qui représentent le peuple, qui ont été élus par le peuple. Et au contraire, si on veut une vraie démocratie, alors il faut donner le pouvoir aux gens au peuple. Et le peuple, c'est lui qui va dans les élections, qui choisit ses députés, comme moi j'ai été choisi pour la Knesset, et c'est ces personnes qui représentent vraiment le peuple. Alors, dans le cas de l'affaire Chimi, on peut dire que c'est une avocate qui a entretenu une relation avec Avi Chimi pendant plusieurs années apparemment, et qui à un moment l'a sollicité pour qu'elle puisse devenir juge donc dans l'un des tribunaux israéliens, pas la Cour suprême, puisque la commission ne nomme pas, il faut le préciser, que les juges de la Cour suprême, mais dans un des tribunaux israéliens. Finalement, de facto, si ce sont les hommes politiques qui vont avoir la majorité au sein de cette commission, qu'est-ce qui les empêche aussi de faire l'objet de pression de la part de candidats au poste de juge? Ils auront aussi leurs amis qui viendront les solliciter peut-être. Ah, mais les gens politiques, comme vous le savez très bien, on les regarde vraiment par la loupe tout le temps. On voit chaque chose qu'ils font. C'est beaucoup plus transparent chez les gens politiques parce qu'on teste toujours les gens politiques, on vérifie toujours leurs actions. Les médias, ils sont toujours autour de eux. Et ensuite, en fin de compte, ils veulent être réélus. Et donc, lorsqu'ils veulent être réélus, ils veulent rester avec une certaine transparence pour montrer au peuple ce qu'ils ont fait. Et ensuite, pour que le peuple, ils peuvent les réélire. C'est comme ça que ça marche en passant partout dans le monde. Partout dans le monde, les juges ils sont élus par des gens politiques, que ce soit dans le Parlement ou dans l'exécutif, dans le gouvernement. Ça dépend du pays, mais c'est toujours des gens politiques. Et il y a une certaine logique dans ça, parce que les gens politiques, et ce que vous avez dit, on peut le dire sur toutes les actions des gens politiques, parce que les gens politiques ils font plusieurs actions en fin de compte qui peuvent être chas v'shalom, oui, mais qui peuvent être des fois pour des mauvaises intentions, mais ensuite le peuple il voit ces actions et il juge. Est-ce que c'était pour des bonnes intentions? Est-ce que c'était une bonne action? Est-ce que c'était une bonne décision ou non? Les gens politiques ils sont toujours testés et donc c'est ça la grande différence. Alors je voudrais revenir plus généralement sur cette réforme de Yariv Levin. Benjamin Netanyahu dans une interview
interview l'année dernière à la chaîne CNN, a parlé d'effet de panique qui est provoqué par l'opposition. Comment vous justifiez, vous expliquez cet effet de panique, ce sentiment que, on va dire, dans la société israélienne, de multiples secteurs se soulèvent contre la réforme de Yariv Levin? Écoutez, je ne dois pas le justifier puisque je pense que c'est vraiment un effet de panique qui est mené par l'opposition israélienne de manière irresponsable. On voit Yariv Levin qui va partout dans le monde, qui parle de fin de démocratie en Israël. Pensez un peu de l'effet que ça a ensuite chez nos amis, les Américains, même des amis qu'on a en Europe, qui entendent le chef de l'opposition, qui était il y a quelques mois Premier ministre, qui dit que c'est la fin de la démocratie en Israël, alors que tout le monde sait que c'est pas la fin de la démocratie. Tout le monde sait qu'il fait ça juste par campagne électorale. Il veut redevenir Premier ministre. C'est pas la fin de la démocratie. On fait juste intégrer en Israël des choses qui existent partout dans le monde, dans toutes les grandes démocraties du monde, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, etc., partout dans le monde. Et donc, il n'y a pas de fin de démocratie. C'est vrai, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord. Partout dans le monde, il y a une discussion entre les gens qui veulent plus d'activisme juridique et des gens qui veulent moins d'activisme juridique. Moi, je fais partie des gens qui veulent moins d'activisme juridique. C'est une opinion qui est légitime partout dans le monde. Il est légitime aussi en Israël. Il n'y a pas de fin de démocratie. Les gens qui vont partout dans le monde, qui non seulement disent que c'est la fin de la démocratie, mais aussi encouragent un conflit avec le judaïsme aux États-Unis et encouragent aussi des fois des compagnies à enlever leurs investissements d'Israël. C'est vraiment des gens qui mènent une campagne de BDS ici en Israël, qui se disent patriotiques, mais qui font exactement le contraire. Ils font beaucoup de mal en Israël et vraiment ils devraient avoir honte. Ils ont dit toujours, lorsque nous on était en opposition, qu'il faut être une opposition contre le gouvernement et non pas une opposition contre le pays. Eux, ils sont 100% maintenant, ils sont en train d'agir en tant qu'opposition à l'État d'Israël et ils devraient avoir honte. Pourquoi Benyamin Netanyahou ne prend pas une initiative pour entamer un véritable dialogue, une sorte de débat avec les responsables de l'opposition sur peut-être quelques nuances à apporter à cette réforme de manière à satisfaire tout le monde? Parce que, Dan, vous le savez, si cette réforme... La Knesset, c'est l'endroit où on a les discussions, ce genre de discussions. Un parlement, c'est l'endroit où on devrait avoir ce genre de discussions. Mais le problème, c'est que l'opposition, elle ne veut pas avoir ce genre de discussions. La bonne manière d'avoir des discussions, c'est que le gouvernement, il suggère une certaine réforme. Cette réforme, ensuite, elle va dans les comités de la Knesset. Et dans ces comités, on peut avoir une discussion pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer. Moi, et c'est pas seulement moi, le ministre de la Justice, Yariv Levin, le chef du comité qui a fait la discussion sur cette loi, Simcha Rothman, et même le Premier ministre, nous avons dit que s'ils viennent dans le comité, qui veulent avoir des discussions, qui nous donnent des bonnes idées et qui veulent faire des petits changements pour mieux adapter ça, même à leur idéologie, pour que ce soit plus facile, pour qu'il y ait plus de consensus, nous, on est pour. Mais ces discussions, elles doivent se faire dans les comités de la Knesset. C'est pour ça qu'il y a un parlement, pour avoir ce genre de discussion. On ne peut pas avoir ce genre de discussion lorsqu'on essaye de faire une campagne de BDS, de nous menacer, de dire que tous les grandes compagnies, elles vont sortir d'Israël, des choses qui ne vont pas arriver. Je vous promets que le high-tech va rester fort en Israël, l'économie israélienne elle va rester forte, mais ils essayent de nous menacer et par ces menaces, nous faire changer notre réforme. C'est pas comme ça que ça marche. Venez discuter dans les comités, on va vous écouter, on va même essayer d'intégrer certains changements si ça peut aider à rendre ça plus dans le consensus, mais pas avec des menaces. Il y a des propositions diverses. La semaine dernière, on a publié la proposition assez créative de l'ancien ministre de la Justice, Daniel Friedman. Ce matin, dans la presse israélienne, on parle de Ran Nizri, l'ancien conseiller juridique adjoint du gouvernement, qui lui aussi critique certaines conduites, on va dire, du monde de la justice en Israël. Est-ce que vous avez le sentiment que Yariv Levin est perméable à ce genre de propositions, d'alternatives par rapport à sa réforme? Alors encore une fois, non, il n'est pas imperméable, mais l'endroit, c'est pas dans la presse. L'endroit, c'est venez, faites ces discussions dans les comités. Tout le monde est invité en passant dans les comités, pas seulement les membres de la Knesset. Il y a Nizri et Friedman, etc. Ils peuvent venir dans les comités, montrer leurs propositions et on pourra intégrer certaines, pas tout. C'est possible qu'on ne sera pas d'accord avec tout ce qu'ils ont à dire. Et en fin de compte, on est une majorité.
mais ces discussions elles doivent être dans les comités de la Knesset et non pas dans la presse et non pas avec des menaces et non pas avec des campagnes publiques qui parlent de fin de démocratie, etc. Ça doit se faire de la bonne manière. Et si ça se fera de la bonne manière, alors on pourra peut-être intégrer certains éléments de leur critique. Alors, je vous repose la première question que je vous posais au début de notre entretien. Ces premiers contacts avec la Knesset, le monde du pouvoir législatif, quels sont vos sentiments après y avoir goûté pour l'instant ? Alors d'abord, beaucoup de travail, mais c'est bien parce qu'on est venu pour travailler. On a eu une nuit blanche presque chaque semaine, le lundi, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a à voir avec la législation. Et donc les lundis soirs, on reste réveillé toute la nuit. Moi, le premier projet de loi que j'ai suggéré dans la Knesset, c'est à voir avec l'équivalence des diplômes, d'adopter en Israël, c'est pour les Olim, oui, d'adopter en Israël la politique qui est acceptée en Europe pour la reconnaissance des diplômes. Je me dis que si la France sait reconnaître certains diplômes internationaux ou si l'Angleterre elle reconnaît des diplômes internationaux ou l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, bien sûr, mais si l'Allemagne c'est reconnaître certains diplômes internationaux. Alors en Israël, on devrait aussi reconnaître ces mêmes diplômes. Ce qui est bon pour l'Allemagne ou pour la France devrait être bon aussi pour Israël. Donc ça, c'était mon premier projet de loi. C'était important pour moi que ce soit un projet de loi qui parle aux Olim. Et maintenant, on essaye de faire avancer ce projet de loi. On est très actif aussi dans les différents comités, dans le comité de l'Aliyah et de la Klita, dans le comité qui est mené par mon ami, lui aussi francophone, Yossi Tayeb, de l'éducation, et aussi dans le comité de l'économie. C'est beaucoup de travail, du travail important pour Israël, et moi je suis fier de faire ce travail. Eh bien, Danny Louz, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle effectivement que vous avez été élu dans la liste du Likoud comme représentant des Olim, et donc à ce titre, bien entendu, on est certain que vous serez toujours à l'écoute des revendications et des sollicitations de la communauté francophone ici en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer, on va dire, votre appréciation de la réforme juridique de Yariv Levin. Bonne journée, Dan, et à bientôt. Merci.